Voilà. Donc information vient du latin informare, qui est l'action de former, de façonner, et donc cela fait référence à deux éléments différents. L'acte de donner une forme à l'esprit d'une part, et d'autre part, l'acte de communiquer des connaissances. Et cela fait appel à deux champs différents d'utilisation, qui est le champ immatériel et le champ matériel. Pour le penseur Thomas d'Aquin, donc au Moyen-Âge, l'apprentissage, l'information, le fait de s'informer, est un double mouvement des choses vers l'esprit, puis en retour, autant sensoriel qu'intellectuel, aux choses, afin d'y reconnaître leur forme. Descartes, lui, donc à la Renaissance, a une vision complètement différente de l'information, et il considère que ce sont les idées et non les formes qui vont donner une forme à la pensée. Si on fait un grand saut dans le temps et qu'on arrive en 1991, Buckland considère que dans le domaine de l'information, vous avez deux champs, le champ de l'intangible et du tangible d'une part, et d'autre part l'entité et le processus. Et à l'intersection entre ces différents champs, je ne sais pas si j'ai une flèche, je ne crois pas, ça peut-être, oui. Vous avez la connaissance, ici, vous avez le processus d'information, vous avez le document qui stocke le savoir, et vous avez le traitement des informations, par exemple la transmission des informations. Donc la notion d'information regroupe énormément de notions différentes. Si on s'intéresse à l'histoire de l'information débute avec l'invention du langage 300 000 ans avant notre ère, donc les premiers mots, le premier code qui a été mis en place par l'humanité, par Homo sapiens, et je vous rappelle simplement que le célèbre poème Iliade et l'Odyssée, d'abord un poème de tradition orale, avant d'être transcrit par écrit au 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ. 3300 ans avant notre ère, c'est l'invention de l'écriture, avec l'écriture cunéiforme en Mésopotamie, les hiéroglyphes en Égypte ou les sinogrammes en Chine, et l'alphabet a été inventé dans la région de la Palestine, 1500 ans avant Jésus-Christ, avec 22 signes. Il y a un seul alphabet, il faut le savoir, c'est-à-dire que cet alphabet s'est transmis à travers les différents peuples, et cet alphabet primitif, c'est l'alphabet qui s'est ensuite diffusé sous forme d'alphabet hébreu, grec, cyrillique, latin, etc. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on invente l'écriture, on a pu réaliser des manuscrits qui ont servi à véhiculer l'information. Au XVe siècle, nouvelle révolution avec l'invention de l'imprimerie par Johann Gutenberg, mais en réalité, il ne fait que rassembler des éléments qui ont été inventés auparavant, et notamment en Chine au IIe siècle, avec l'encre, le papier, les petits morceaux de bois sur lesquels sont gravées des lettres, et puis lui met tout ça dans une presse à imprimer qui va permettre un petit peu d'industrialiser l'imprimerie. On peut s'intéresser aussi à la manière dont se propage l'information, ou dont est transmise l'information à distance. Au XIIe siècle avant Jésus-Christ, lors de la chute de Troie, l'information est transmise en une journée à Mycène, qui était située à 650 km de là. Vous imaginez bien que ça ne peut pas être simplement par un coursier ou un marathonien, mais la transmission de l'information se faisait par des lampadaires qui étaient allumées pour annoncer la chute de Troie. Le problème, c'est que le message devait être prédéfini à l'avance et il y avait un seul message qui pouvait être transmis. Le mode de transmission d'informations à longue distance le plus répandu sur le continent africain, c'était les tambours parlants africains qui ont été décodés en quelque sorte par les Européens simplement au milieu du XXe siècle et qui permettaient de transmettre des informations en se basant sur la hauteur du ton du son. Ça parlera certainement aux musiciens, puisque dans les dialectes africains et les langues africaines, la hauteur du ton a une grande importance. Et donc les informations étaient transmises comme ça de village en village par les tambours parlants. Le premier télégraphe n'est pas un télégraphe électrique, c'est un télégraphe optique ou aérien qui a été inventé par les Français au moment de la Révolution française, par les frères Chappe plus exactement. Et ce système, comme vous pouvez le voir ici, c'est un système avec des tours qui sont construites sur des points élevés. Et puis vous avez un système avec des bras articulés par des poulies. Et ces bras pouvaient être positionnés dans différents sens de l'espace. Et avec un code prédéfini, on pouvait transmettre des messages comme ça le long d'une chaîne télégraphique. Et il faut savoir qu'au milieu du 19e siècle, vous aviez 534 tours en France qui couvraient 5000 km. Et ce système de transmission s'étendait même aux Pays-Bas ou à Venise. Donc il a eu un grand succès avant l'avènement du télégraphe électrique inventé par Morse et Alfred Vail au milieu du 19e siècle également, avec
ici la manette électrique, et puis le code en morse qui préfigure en fait le code binaire utilisé dans les ordinateurs, puisque vous aviez un trait et un point. Mais dans le morse, en plus du trait et du point, vous avez un espace entre le trait et le point, et puis un autre espace qui sépare les mots. Au XIXe siècle, vous savez, invention du téléphone par Graham Bell, dont vous connaissez le nom, puis le téléphone automatique à la fin du XIXe siècle, donc qui permettait de se passer de standardiste, a été inventé assez rapidement en réalité. Au XXe siècle, c'est l'invention de la radio, avec à la fin du XIXe le système sans fil de Nikola Tesla, dont vous connaissez le nom. Certainement pas tellement à cause de la tour Tesla qui est représentée ici, mais plutôt à cause de la société Tesla qui a repris le nom en hommage à ce brillant inventeur américain d'origine serbe. À la fin du 19e, les liaisons hertziennes sont découvertes par Marconi, dont vous connaissez également le nom. Et puis les premières émissions radio que l'on célèbre actuellement, il y a 100 ans, en France, donc Radio Tour Eiffel, 1921. Au XXe siècle, c'est l'invention de la télévision avec la découverte des propriétés photosensibles du sélénium par une autre personne célèbre, Siemens, ça vous dit certainement quelque chose en médecine. 1897, le tube cathodique par Braun. Et puis 1937, les premières émissions quotidiennes télévisuelles en France qui duraient 30 minutes par jour quand même. 1948 est une date charnière dans l'information, puisque cette année-là, au Bell Telephone Laboratories, qui sont devenus AT&T maintenant, deux inventions majeures sont réalisées. Une invention solide en hard ou hardware, qui est le transistor, qui est un hybride de transconduction et varistor, qui a valu le prix Nobel à ses inventeurs. Et puis, un génial mathématicien et ingénieur de 32 ans élabore la première théorie mathématique de la communication. Je m'entendais suffisamment, si vous ne le disiez pas. La première théorie mathématique de la communication, et il invente le bit, le binary digit, donc contraction de binary digit, tout simplement parce qu'il utilisait des circuits électriques à l'époque, et le circuit électrique ne pouvait être que ouvert ou fermé, donc 1 ou 0, et ce 1 ou 0 est resté et a permis ensuite le développement de toute l'informatique. Claude Shannon a donc élaboré sa brillante théorie mathématique de l'information, de la communication, lui toute la partie plutôt technique, et il s'est adjoint l'aide de Warren Weaver qui a développé toute la partie sémantique et plus pragmatique de cette théorie de l'information. Au XXe siècle, les ordinateurs individuels ont été développés, vous le savez bien. Je vous rappelle quand même qu'en 1990-95, il y avait un ordinateur par service hospitalier, généralement dans le bureau de la secrétaire. Au XXe siècle, également découverte ou invention d'Internet par Tim Berners-Lee au CERN à Genève. Il a eu beaucoup de mal à imposer sa découverte, qui devait être un réseau de communication interne avant de s'étendre au monde entier. Et puis au XXIe siècle, l'union du téléphone portable, dont vous avez ici le premier téléphone portable inventé par Martin Cooper, et de l'ordinateur, le smartphone, qui a encore révolutionné le monde de l'information. Mais l'information ou la communication, ce n'est pas limité aux relations entre les individus, mais également à l'intérieur de notre organisme, les communications cellulaires, intercellulaires, et bien entendu les gènes qui sont porteurs d'informations extrêmement importantes. Et d'ailleurs, à ce propos, la première théorie génétique a été élaborée par Claude Shannon, le même que je vous ai cité précédemment. Et sa théorie, élaborée très tôt au XXe siècle, est restée relativement inconnue pendant très longtemps, si bien que ça fait perdre à peu près 20 ans à la génétique en termes de développement. Dawkins, qui est un célèbre chercheur britannique et académicien britannique, a, lui, publié en 1976 sa théorie du gène égoïste qui prolonge la théorie darwinienne de l'évolution avec le développement de la notion de pression de sélection positive pour certaines mutations génétiques. Mais il a également développé une autre théorie qui est la théorie de l'évolution socioculturelle qui est basée sur le même en parallélisme aux gènes, et qu'il a appelé la mémétique, et qui décrit en quelque sorte la transmission ou le fait qu'une nouvelle mode se répande à travers la population, et cela est beaucoup aidé maintenant par Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc c'est la mémétique. Alors on est passé actuellement à l'ère de l'infobésité, avec une multitude d'informations qui nous arrivent en permanence, une multitude de supports, de médias qui nous fournissent cette information.
Et j'ai élaboré pour vous la première théorie 4P de l'information en parallèle, en quelque sorte, avec la médecine 4P, vous connaissez, personnalisée, prédictive, préventive et participative, ou encore le marketing 4P dont on a moins l'habitude en médecine. Et donc je vous propose par exemple information 4P avec l'information passion ou pensum, ça dépend dans quel camp vous vous situez, personnalisé, partagé et pourquoi pas plaisir. Donc l'information passion pensum, c'est celle du siècle, un peu du siècle dernier. Et vous voyez d'ailleurs que dans certains amphithéâtres, on a maintenant beaucoup de personnes d'un certain âge. Ce sont les référentiels des collèges, les thèses papier, le Vidal, etc. Tout ce qui est un peu bothering. L'information personnalisée, c'est à la carte, où vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, et pourquoi pas avec qui vous voulez. Donc les revues médicales, certes, mais surtout en ligne, les livres, les compendiums, les CD, DVD, c'est déjà dépassé, à la poubelle. Les cours en podcast, les MOOC, les CIDES, Cardimage, et puis les sites scientifiques spécialisés qui vous donnent des informations extrêmement pertinentes, soit aux patients, soit aux soignants. Cette information, elle peut être partagée. Elle est partagée, comme aujourd'hui, en présentiel ou en distanciel. Et il semblerait qu'on soit en ligne avec presque le monde entier. Et donc, je salue le monde entier qui nous écoute. Paris Echo, qui a lieu bientôt. Je vous encourage à y participer. Vous avez aussi des chaînes vidéo YouTube pour certains hôpitaux. On n'a pas encore ça à l'Institut du Thorax, mais ça existe par exemple pour la Mayo Clinic, la Cleveland Clinic ou d'autres grands hôpitaux à travers le monde. Vous avez les webinaires, les réseaux sociaux, Google, Wiki, même s'il y a beaucoup à redire sur Wiki, ça peut apporter des informations intéressantes. Et puis les logiciels de santé, soit destinés aux patients ou aux médecins. Vous avez également l'information plaisir, pourquoi ne pas associer l'utile à l'agréable. Et donc je vous recommande d'aller voir un certain nombre d'excellents films au cinéma qui vous apporteront des informations dans le domaine de la santé. Par exemple, Une sombre histoire de transplantation cardiaque avec le célèbre acteur Jean-Noël Eastwood. Les combats épiques de Vincent Van Damme contre la mort subite. Les exploits de Patrice Cham dans l'implantation d'éléments métalliques dans le cœur, ou encore notre résidente préférée, Dimitri Choukri, je ne sais pas si je prononce tout à fait bien, dans la célèbre série que vous connaissez bien. En littérature, vous pouvez trouver aussi beaucoup d'informations, donc vous distraire et apprendre des choses sur des livres assez classiques ou un auteur récent français qui écrit des romans, plutôt des thrillers ou des romans policiers. Donc vous avez des titres très évocateurs comme Angor, Pandémia ou encore La mémoire fantôme, pour laquelle il a été particulièrement aidé par Christelle Monaca du CHU de Lille, qui est donc PUPH dans le domaine de la mémoire en neurophysiologie. La radio ou la télévision n'est pas en reste, et je vous invite à voir et à revoir les célèbres séries télévision du docteur Hervé House, qui vous apprendra encore énormément de choses si vous savez écouter et suivre cette série. Et puis vous avez aussi de magnifiques magazines télévisuels avec le célèbre couple que vous avez ici, Marina Carrère d'Ancos et Fabien Doguet, notre collègue chirurgien cardiaque de Rouen, ou encore le non moins fameux couple Michel Simès et Adriana Carambeu dans Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Et il faut bien reconnaître que certains corps ont des pouvoirs un peu plus extraordinaires que d'autres. Alors bien sûr, l'information et cette masse d'informations présente un certain nombre de dangers. Donc je ne vais pas vous passer tous les dangers que vous connaissez bien qui sont liés aux fake news et aux sites complotistes. Je pourrais juste vous dire de vous méfier de certains druides méditerranéens qui vous vendent des potions magiques contre certaines maladies récentes. Et puis, les dangers sur la santé existent aussi du fait des technologies utilisées. Alors, est-ce que nous allons évoluer vers l'homo interneticus avec une déchéance physique presque? Est-ce que nous allons subir les attaques des écrans, des ondes électromagnétiques 5G? Et est-ce que nous sommes en train de fabriquer des crétins digitaux? Je n'en suis pas sûr du tout. Je pense qu'on est plutôt dans une phase d'évolution, nouvelle phase d'évolution de l'humanité. Dernier élément avant de terminer, c'est la notion de contextualisation. Il est important de contextualiser les informations que vous avez. Et si je vous parle d'une pathologie qui est venue d'un autre continent, qui est un agent pathogène mutant, qui a diffusé rapidement dans la population, qui touche ou a touché des personnalités de premier plan, qui peut être mortel, qui peut donner des formes prolongées, et puis certains ont proposé des traitements potentiellement à risque et qui ont été administrés sans aucune preuve d'efficacité, évidemment, vous allez me dire, eh bien oui, je l'ai, c'est le Covid.
Mais en fait, si je contextualise et que je vous dis que tout ceci se passe au XVe siècle, eh bien évidemment, ce n'est pas le Covid, a priori, et c'est plutôt la syphilis qui a touché notamment César Borgia, fils du pape, ça ne s'invente pas, François Ier, que je ne vous présente pas pour des Bretons et Nantais, Alfred de Musset, Guy de Maupassant, etc. Et puis certains traitements potentiellement... pas potentiellement, d'ailleurs à haut risque sur la santé, ont été utilisés jusqu'au milieu du XXe siècle. Après la Seconde Guerre mondiale, on utilisait encore des sels argentiques, des sels mercuriels ou du cyanure pour traiter ce genre de pathologie. Dernière diapositive, le futur de l'information. Qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, peut-être que cette diapositive ne correspond pas du tout à la réalité, mais en tout cas, on peut imaginer que le casque de réalité virtuelle pourra présenter un intérêt dans l'apprentissage. Et vous avez ici un jeune collègue gynéco-obstétricien qui apprend de façon virtuelle la palpation. Vous avez le bracelet Secret qui vous permettra de projeter votre téléphone sur votre peau. Et ça, c'est une invention qui est commercialisée ou en voie de commercialisation. Vous aurez l'écho-holographie ou le téléphone holographe. Et puis peut-être la connexion cérébrale directe qui vous permettra d'être en lien direct avec Internet et d'enregistrer des informations en permanence. Donc en conclusion, on est au début d'une nouvelle ère qui est celle de l'information virtuelle. C'est une nouvelle révolution dans l'humanité, révolution culturelle, après celle du langage dont Platon dit... Pardon, celle du langage, c'est de l'écriture dont Platon disait qu'il allait appauvrir l'humanité. L'imprimerie, les ordinateurs, les réseaux de communication sont maintenant une nouvelle étape. L'information est probablement plus ludique. On a un défi qui est celle de l'excès d'information, aussi la difficulté à distinguer le vrai du faux et surtout à contextualiser les informations que l'on reçoit. Merci beaucoup pour votre attention. Monsieur Le Tourneau, merci. Très, très ludique, effectivement, comme présentation. On voit bien l'accélération de cet accès à l'information et où finalement l'esprit critique va être de plus en plus indispensable, au-delà, puisque l'accès à l'information maintenant est assez simple. Cet esprit critique va être quasiment le sujet de formation à l'heure actuelle, d'accès à ces outils. Est-ce que certaines personnes auraient des questions à poser à Thierry sur sa présentation ? Ou une remarque. Ou une remarque. Non, c'était parfait. Mais... Vous êtes tous scotchés. Ouais, merci. C'est ça. Ah si, Jean-Pierre. L'intelligence artificielle. Le cerveau connecté Non, mais oui, bien sûr, il y a plein de choses. Avec l'informatique, le développement des capacités des ordinateurs, l'intelligence artificielle est au milieu de tout ça, oui. Mais c'est un instrument comme un autre. Je ne sais pas si ça sera un bien ou un moins bien. C'est comme toujours, c'est que l'intelligence artificielle est une machine qui va apprendre des choses qu'on lui donne à apprendre et que l'on peut perturber, qu'on peut tromper. Et donc, aussi bien l'intelligence artificielle que autre chose, il faudra s'en méfier. Il y a toujours l'exemple classique de l'intelligence artificielle qui reconnaît le loup. Le loup est toujours présenté dans la neige, et puis le jour où il n'y a plus de neige, il ne reconnaît plus le loup. Donc la contextualisation peut être importante à prendre en compte dans ce cadre, aussi bien par l'intelligence artificielle que par le reste. Juste une petite remarque. Est-ce que vous pensez que du fait de cette accélération qu'on voit bien dans votre présentation, parce qu'on a pris des siècles avant d'arriver aux prémices des télécommunications qu'on voit à l'heure actuelle, et en l'espace de quelques dizaines d'années, tout s'est accéléré de façon exponentielle. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une ode, à contrario de cette accélération, à justement prendre du recul, prendre du temps pour justement devoir digérer cette information? Au final, c'est un paradoxe. On a besoin de beaucoup plus de temps aujourd'hui qu'on pouvait en avoir auparavant pour justement faire ce tri d'informations. Et donc, c'est juste une remarque, mais on a cette impression de devoir prendre ce recul nécessaire pour pouvoir tirer et extraire la substantifique moelle de cette information aujourd'hui.
Oui, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est un des grands gageurs actuels, c'est d'arriver à bien distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Le blé de les livrer. Ça a été vrai tout le temps, c'est-à-dire qu'il y avait par exemple en médecine, on avait des publications et il était parfois difficile, a toujours été difficile d'ailleurs, de savoir si une publication était bonne ou pas bonne, parce qu'elle est souvent bien écrite, elle est souvent bien présentée, mais il peut y avoir des bases qui sont complètement fausses. Et donc ça, c'est extrêmement difficile. Donc il faut arriver à se plonger dans les données et pas se saisir d'une information prise au vol comme ça, pour aller un peu plus loin. Et on est en permanence les uns et les autres challengés par des nouvelles informations qui nous arrivent, et puis on dit ben non, ça c'est n'importe quoi, et puis on s'aperçoit que non, c'est pas n'importe quoi, ou au contraire, ah ben oui, ça y est, on a la solution, et puis en réalité c'est complètement l'inverse. Et ça, c'est assez difficile. On n'a pas forcément la clé pour saisir ce qui est vrai du faux au moment, à l'instant donné, et donc quelquefois il faut se donner du temps pour arriver à savoir ce qu'il faut garder et ce qu'il faut rejeter. Et ça, c'est vraiment une difficulté, oui. C'est pour ça que les sites complotistes, etc., les fake news ont tant de succès, c'est parce qu'elles proposent une information qui paraît bien solide comme ça, bien assise, brute, simple, pas trop de fioritures autour, et vendue à la population. Et bien voilà, beaucoup de gens l'acceptent telle quelle. Vous savez bien, d'ailleurs, nos patients, quand ils arrivent en consultation, ils pensent toujours en savoir plus que nous sur la pathologie qu'ils ont, et en réalité, ils ont beaucoup de mal à contextualiser et à intégrer, synthétiser les différentes données qu'ils ont à leur disposition. Parfait, merci Thierry. Merci à vous.